Bonjour à tous. Donc, moi, je suis absolument ravie encore cette année d'être parmi vous. Et merci infiniment à la Maison de l'Image et à toute l'équipe pour nous permettre de discuter en fait sur des sujets aussi forts. Alors, ils sont forts d'ailleurs à plus d'un titre. Ils sont forts parce qu'ils représentent des enjeux de vivre ensemble importants. Ils sont forts aussi du fait de l'actualité toujours brûlante qu'ils produisent. Ils sont forts aussi du fait que les lieux de débat, finalement, sur ces sujets aujourd'hui, sont devenus assez rares. Là, il y a une charge politique qui est très forte, c'est vrai. Ils induisent des propos aujourd'hui relativement convenus, consensuels, en tout cas, c'est ce qu'on peut entendre dans la majorité des médias classiques, et parfois que l'on n'interroge plus. Or, cette pensée globalisante peut conduire à un certain nombre de risques justement pour ce vivre ensemble qui remet en cause un certain nombre de valeurs pourtant fortes dans notre pays. Alors, évidemment, ce n'est pas tellement étonnant à partir du moment où ces sujets sont souvent discutés dans les médias. Donc, merci de nous offrir cette possibilité et ce cadre pour le penser. Parce que c'est vrai que pour réfléchir à ces choses, à ces sujets, qui nécessitent à la fois de la complexité et de la nuance, eh bien, il faut du temps. Il faut du temps et de la sérénité pour pouvoir se questionner, pour pouvoir bousculer nos confortables certitudes et nous amener de ce fait à réfléchir et donc à grandir, si j'ose dire même à devenir sage. Alors, merci pour cet espace-temps. Bon, c'est 1h30, mais c'est déjà bien que nous propose aujourd'hui la Maison de l'Image. C'est précieux. L'an dernier, nous avions déjà abordé ces thématiques par le biais notamment d'un éclairage apporté par Nicolas Bancel sur la création du racisme, on l'a dit, dans la culture occidentale. Et nous avions notamment fait un zoom sur ces discriminations qui se produisent aussi dans le grand monde fraternel du cinéma. Alors cette année, la Maison de l'Image nous invite à interroger le rôle des images dans les luttes pour l'égalité et l'émancipation. Alors en effet, on sait à quel point ces images peuvent être vecteurs d'émotions et que les émotions, qu'on pourrait dire aussi les affects, sont de puissants moteurs pour l'action. C'est pourquoi elles font l'objet de tant de passion, au point d'assister à une véritable guerre des images qui sont devenues en quelque sorte les nouvelles armes du combat. Alors ceci n'est pas nouveau, mais ce qui rend le combat sans doute si vif aujourd'hui, ce sont les modes de diffusion de ces images. Hier, la diffusion était réservée à quelques-uns à travers quelques chaînes de télé ou de radio, alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent une diffusion à la fois rapide et exponentielle. Alors pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Alors comment aujourd'hui ces images peuvent-elles servir les luttes contre les inégalités ou pour les égalités et l'émancipation? Pourquoi est-ce que certaines images déclenchent des réactions d'ampleur? On le disait à l'instant, notamment concernant la vidéo de l'agonie de George Floyd au cours d'une interpellation policière aux États-Unis, tandis que d'autres, une fois l'émotion passée, finalement font peu réagir. Je pense à la photo du petit Aylan, enfant syrien, mort le 2 septembre 2015 à l'âge de 3 ans, échoué sur une plage de Turquie. Alors, mais bien entendu, l'image n'est pas le vecteur unique de la mobilisation. Parfois, elle est même peu mobilisable pour dénoncer certains faits, comme par exemple les viols ou d'autres agressions sexuelles, évidemment, qui seraient contre-productives. Alors, comment appréhender les images dans leur force mobilisatrice? Quand les utiliser? Pourquoi les observer attentivement? Comment les analyser? Alors, nous aurons demain la chance d'aborder une partie du sujet avec Nassira Guenif, ça a été dit. Mais tout de suite, pour nous éclairer sur le sujet, eh bien, je passe la parole immédiatement à André Kunther, que je remercie d'être parmi nous. Et je reste bien sûr disponible à travers le chat pour recueillir vos questions que nous essaierons ensuite de synthétiser pour pouvoir les poser. Malheureusement, le nombre de participants ne permettra pas de poser directement vos questions en ligne.
Mais si vraiment certains insistent, ce sera éventuellement possible. Nous verrons ça avec Noémie. Je vous souhaite une bonne intervention. Monsieur Günther, à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, toutes les questions que vous venez de rappeler sont tout à fait passionnantes et je dirais font aussi l'actualité brûlante aujourd'hui de la recherche. Euh, il semble qu'il y ait à l'échelle mondiale à la fois une multiplication et une diversification des mobilisations et des luttes. C'est-à-dire que vraiment nous participons aujourd'hui d'une période qui voit globalement la multiplication des mobilisations. C'est un travail, par exemple, qui est suivi aujourd'hui par le sociologue Alain Berthaud. Et par ailleurs, eh bien, on voit aussi, à cause ou à côté de cette multiplication, un accroissement et une diversification des formes de représentation et du recours à l'image. Alors, il y a clairement un rôle des nouveaux médias dans toutes ces formes d'automédiation, hein, dont on comprend bien qu'elles sont à la fois favorables à cette appréhension de l'outil image qui était évidemment beaucoup plus difficile disons, à mobiliser euh, dans des périodes plus anciennes. Euh, alors, tout ça nous place face à des défis interprétatifs et analytiques extrêmement complexes. Et alors, voilà, pour vous montrer que c'est véritablement un sujet qui fait l'actualité de la recherche, je voulais vous signaler ce livre qui vient de paraître de Michael Bourgat. Je vais vous mettre la référence sur le chat. Voilà. Qui est donc, ça vient de sortir, hein, Voir le sang des bêtes, des images contre l'industrie de l'élevage et de l'abattage. C'est un livre qui est consacré aux vidéos du groupe L214, bien connu en France pour sa dénonciation militante des mauvais traitements aux animaux. Et donc ce livre passionnant voilà, à la fois illustre hein, ces nouvelles questions de la recherche et montre comment on peut engager un matériel analytique sur ces nouvelles questions. Alors, pour raisonner sur les usages visuels, moi j'ai choisi de vous parler de 4 exemples. Alors, je vais passer au partage d'écran. Voilà, pour illustrer un peu mon propos, parce que alors ces 4 exemples sont pour moi des exemples extrêmement différents de recours à l'image, et c'est cette différence qui m'intéresse en tant que chercheur, parce que si vous voulez, on a une sorte d'appréhension du recours à l'image qui est plutôt global pour l'instant, et dont les termes ont été rappelés à l'instant par Nadia. Mais en fait, en pratique, on se trouve plutôt face à des formes d'usage extrêmement différenciées, à une grande plasticité de l'image. C'est peut-être aussi finalement sa force, ou en tout cas voilà, ce caractère véritablement pratique de la mobilisation possible des images qui fait qu'elle peut être utilisée aujourd'hui de façon aussi large. Alors, premier exemple, il vient d'être évoqué, c'est le cas très singulier des images produites à partir de l'événement tragique qui est la noyade non seulement du petit Aylan ou Alan Kurdi le 2 septembre 2015 sur une plage turque, mais plus globalement, voilà, en fait, l'événement qu'on a un peu oublié, hein, c'est ces 2 barques de migrants qui atteignent cette côte
au petit matin du 2 décembre 2015. Et en fait, donc c'est l'une de ces barques fait naufrage. Et il y a en fait huit morts en tout, dont cet enfant et d'ailleurs son frère, dont on a aussi les images, mais qui ne seront pas montrées. Je vais y revenir dans un instant. En tout cas, sur le plan, si vous voulez, informationnel, là, je vous montre un photogramme de la vidéo. Hein. Il s'avère qu'il y avait des photographes et des vidéastes qui étaient présents pour d'autres raisons et qui ont donc pu enregistrer, pour l'essentiel, cet événement dans tout son aspect tragique. Mais ces images, elles ont très vite disparu des écrans au profit donc de cette petite série que je reprends ici du site de l'AFP. Voilà, donc c'est pas l'AFP, hein, c'est Nilüfer Demir, une photographe turque qui est l'autrice de toutes ces images. Donc ce sont bel et bien ces images du petit Thaïlande sur cette plage qui vont être très vite reprises et réutilisées sur un mode typique des mobilisations en ligne avec voilà, une sorte de mémification d'une image dont on voit bien qu'elle se concentre sur… Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image pour, dans le contexte de septembre 2015, eh bien, c'est le problème d'une politique d'accueil des migrants, ou plutôt de rejet, enfin de non-accueil des migrants, qui est extrêmement problématique à l'échelle européenne. Cette question est discutée à ce moment-là et encore le mois précédent en particulier, fin août, il y a une discussion qui est impulsée par Angela Merkel qui essaye de modifier cette politique au moins pour l'Allemagne, et qui va d'ailleurs bel et bien produire un accueil temporaire, mais donc changer la politique d'accueil des migrants pendant 2 ans. Et c'est à l'occasion en fait de ce débat, qui est un débat public, que cette image prend une importance évidemment symbolique et politique. Et alors les deux traits, si vous voulez, qui sont tout à fait singuliers et qui expliquent le recours à cette image, c'est le fait que ce petit garçon qui est donc qui est mort, hein, donc là c'est l'image d'un cadavre, c'est très très rare hein, de se servir dans le domaine d'une image d'information, d'une image de cadavre et d'une image aussi explicite. Mais cette image, elle a une caractéristique, c'est que le visage de l'enfant est caché dans le sable. Voilà, c'est simplement le fait qu'il est arrivé sur cette plage dans cette position. Et vous voyez que la façon dont l'image est prise par la photographe, elle est prise sous différents angles, mais toujours des angles qui respectent, si vous voulez, en fait, ce voile, hein, finalement, sur le visage, qui produit une sorte d'acceptabilité paradoxale, hein, d'une image de mort, qui serait tout à fait insupportable si on voyait le visage de cet enfant. Et on peut tout à fait l'affirmer parce que, en fait, l'image du petit frère, du grand frère d'Aylan n'a pas été publiée parce qu'il était sur le dos et que donc les images du noyé montraient son visage. Donc ces images n'ont pas été vues. Elles ont été effacées au profit donc de cette seule image, dont on voit bien qu'elle, à la fois, elle est une violence, hein, elle produit un choc visuel, mais c'est une violence acceptable. Hein, c'est le paradoxe des images violentes qui sont utilisées couramment dans la presse lorsqu'il y a en particulier des effets de mobilisation. Donc c'est une image qui va servir aux militants sur place et en Europe pour dénoncer la politique européenne. Et voilà, vous allez avoir aussi tout un tas de réutilisations de cette iconographie à des fins d'accusation. Donc la mobilisation d'une violence qui est en général évitée dans les grands médias, elle se produit à des moments bien particuliers, qui sont des moments de crise politique ou sociale, à des fins de dénonciation. Mais donc ces images, elles sont négociées.
hein. Elles sont choisies avec soin parce que la violence, il ne faut pas en faire trop, ça dessert à ce moment-là la cause. Et là, vous avez donc cette image du petit Aylan qui, effectivement, correspond finalement aux critères conventionnels d'une acceptabilité qui est paradoxale, hein, mais qui rentre finalement dans une certaine énonciation d'une mobilisation à des fins de dénonciation. Et puis, il y a une deuxième caractéristique de cette image, le problème fondamental finalement du rejet des migrants en Europe, il est le fruit d'un racisme à l'échelle de l'Occident, puisque les migrants en général voilà, viennent d'Afrique et du Moyen-Orient et voilà, appartiennent donc à des populations noires ou arabes qui font l'objet de façon générale d'un rejet. On le voit bien, ces populations ne sont pas les bienvenues en Europe. Et donc, le motif raciste qui est toujours sous-jacent dans la discussion sur les migrants, il n'apparaît pas de façon explicite dans le débat public, mais il est aussi manifeste dans le choix de cette image, parce que le fait de cacher aussi le visage, alors c'est un petit enfant, son habillement, ses chaussures sont représentatifs de la culture commune, et donc ça veut dire que n'importe quel occidental blanc peut s'identifier et ressentir une empathie et une souffrance à la vue de cet enfant qui pourrait être le sien. Donc le fait que, si vous voulez, les traits de l'enfant ne soient pas montrés participe de quelque chose d'assez particulier, hein, qui est une forme de déracialisation de cet enfant. Et donc, c'est la deuxième raison pour laquelle cette image va pouvoir servir de symbole à un niveau aussi général. Aylan, dont le visage est caché, devient en quelque sorte un enfant universel. Alors, voilà, ça, ce sont les raisons qu'on peut mobiliser pour expliquer le succès très particulier de cette image. Donc, cette image ne va pas changer de fait la politique européenne à l'égard des migrants, mais elle aura eu une fonction d'alerte et elle a bel et bien animé le débat public pendant un moment important. Donc, elle n'a pas eu, disons, les effets pragmatique sur une modification des politiques telles que... Alors voilà, mais disons que l'image de George Floyd, hein, voilà, la question pour l'instant reste ouverte. Il va falloir attendre notamment les résultats du procès hein, pour vérifier quels sont les effets pragmatiques des images qui restent toujours très problématiques. Alors maintenant, deuxième exemple, c'est les images de violences policières en France. Je prends ici l'affiche du film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui vient de sortir en DVD, qui était disponible en septembre de l'année dernière, lorsqu'on pouvait encore aller au cinéma, et puis qui a subi lui aussi les effets du couvre-feu et de la fermeture des salles. Donc voilà, aujourd'hui, il est néanmoins consultable et ce film reprend une cinquantaine des vidéos qui sont donc des vidéos de violences policières qui ont ponctué le mouvement des Gilets jaunes entre décembre 2018 et une bonne partie de l'année 2019. Alors, ces vidéos présentent voilà, je reprends vraiment, il y a énormément d'images, donc je ne vais pas du tout vous remontrer tout ce corpus. Je vais essayer de l'analyser sous deux angles. D'abord, la force de la valeur documentaire, c'est-à-dire que ces images qui ont été produites et diffusées sur les réseaux sociaux en grand nombre, et qui n'ont, pendant une longue période, pendant plus de 6 mois, pas été reprises, ou très peu, par les grands médias, à quelques exceptions près. Donc leur espace de circulation essentiel a été Twitter
et Facebook, mais peut-être plus encore Twitter. Donc, ces images, elles circulent d'abord parce qu'elles ont ce caractère, cette valeur documentaire qui leur est conférée à la fois par leur, leur technique de vidéo et puis par tout un tas de caractéristiques de leur diffusion immédiate. C'est très important, en particulier, que ces vidéos soient diffusées et disponibles immédiatement dans le débat public. En fait, ces vidéos servent d'espace de controverse et de débat dans l'espace public parce qu'elles sont disponibles le jour même, hein, en général quand c'était donc les samedis des actions des Gilets jaunes, eh bien, dès la fin de l'après-midi, on voyait circuler et discuter ces vidéos en ligne. Donc, vous voyez que le caractère documentaire, c'est un élément fondamental de l'acceptabilité et de la valeur de ces images, mais ça n'est qu'un aspect, puisque en fait, il y a beaucoup d'autres éléments. Et alors, un de ces éléments que je voudrais vous montrer avec là, ici, quelques exemples. Ici, donc, ça, c'est la première vidéo des violences policières de décembre 2018. Et puis, je vais vous montrer la dernière qui est ressortie encore de ce cadre, qui est donc l'arrestation d'une infirmière en juin 2020. Ça, c'était tout de suite après la fin du premier confinement. Et donc, c'est pas tout à fait une manifestation des Gilets jaunes, mais disons qu'on reste dans cette iconographie, avec donc une manifestation assez violente entre des soignants qui demandent de meilleures conditions de travail, et donc ponctuée par cette arrestation de l'infirmière Farida. Alors le procès est en cours, mais ce que vous voyez bien, je pense, sur ces deux images, eh bien, c'est en fait une forme de disproportion dont on lit très bien la valeur symbolique, hein, entre voilà, un groupe armé et une victime qui a l'air tout à fait innocente. C'est évidemment cet effet. Alors voilà une autre façon de le montrer, hein, ça, ce sont les images de Mantes-la-Jolie en décembre 2018 qui ont aussi soulevé une émotion considérable et où donc là la proportion numérique n'est pas la même, ce sont les victimes qui sont plus nombreuses que les policiers, mais vous voyez qu'on a cet effet visuel extrêmement, ce déséquilibre visuel qui est extrêmement fort et qui, indépendamment du contexte, hein, il y a toujours cette discussion lorsqu'on fait face à des vidéos en ligne qui est, oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce qu'il y a des éléments qui expliquent telle ou telle violence? Mais là, ce que vous voyez, c'est qu'au fond, quels que soient justement ces éléments de contexte explicatifs, voilà, effectivement, Farida a balancé des gravats et fait un doigt d'honneur aux policiers. Néanmoins, les conditions de l'arrestation, voilà, qui sont ici visibles, quels que soient les éléments de contexte, forment des éléments autosuffisants qui font de ces documents l'équivalent d'une image allégorique. Voilà. La disproportion des forces, elle est visible, elle prend un aspect emblématique, allégorique, si vous voulez, sur ces images, et c'est bien la raison pour laquelle ces images ont finalement construit, à travers leurs discussions sur les réseaux sociaux, l'évidence très progressive de la question des violences policières qui est aujourd'hui installée dans le débat public français, ce qui n'était pas le cas avant 2018. Voilà. La question des violences policières était une question de groupes militants, d'ONG engagés comme la Ligue des droits de l'homme, mais ça n'était pas une question du débat public, ça n'était pas une question qui a été prise en compte par les médias, et elle a mis effectivement très longtemps à s'installer, en raison surtout de la collection, hein, c'est-à-dire de la quantité considérable de témoignages qui s'est construit au fil des mois. Donc, il y a ici aussi un effet très particulier de collection de faits qui devient une preuve en lui-même par la répétition. Alors, troisième exemple, qui est lui aussi un exemple de cette accumulation de témoignages, c'est bien sûr le mouvement MeToo ou Balance ton port qui a suivi l'affaire Weinstein. Alors, comme Nadia l'a tout à fait bien dit
tout à l'heure, ce mouvement a la particularité de s'être joué essentiellement sur une collection de témoignages individuels qui donc prenaient la plupart du temps le support du texte et d'énoncés individuels. Les images ont effectivement été mises de côté de façon très typique dans le mouvement MeToo et plus généralement dans les mouvements de dénonciation des violences sexuelles. C'est tout à fait caractéristique. Alors évidemment, on comprend très bien pourquoi. Hein, voilà, là aussi, vous voyez hein, cet effet d'accumulation des témoignages qui est très important, donc le caractère participatif et la force hein, des réseaux sociaux. Mais évidemment, voilà, je vous donne quelques exemples malheureux d'illustrations, d'essais d'illustration de ces dénonciations, et vous voyez bien que ça pose immédiatement problème. Voilà, dans Minute People, une illustration très malvenue d'Emma de Caunes, alors qu'elle fait des révélations sur des agressions sexuelles de Harvey Weinstein. Donc, c'est évidemment pas tout à fait une bonne idée, enfin c'est une très mauvaise idée, de choisir une illustration qui est plutôt une illustration de la culture du viol. Et on a eu récemment, avec la couverture de Libé, qui reprenait la lettre qui publiait la lettre d'un violeur, ce même effet finalement, dont, voilà, je vous l'illustre très rapidement avec une gravure du XVIe siècle, mais voilà, bien sûr que la culture du viol a irrigué l'iconographie depuis des siècles. Et c'est tout le problème, et c'est bien la raison pour laquelle les mobilisations et le mouvement MeToo a délibérément choisi de laisser de côté toutes les formes d'illustration qui ne pouvaient que réveiller cette culture visuelle du viol extrêmement importante en Occident. Et là, vous voyez bien que Libération a fait une erreur qui a été très largement critiquée et à raison, parce que effectivement, ça n'était pas une bonne idée. Alors, voilà, cet exemple est important pour moi parce que il contredit, si vous voulez, l'idée, le cliché selon lequel l'image serait cette espèce de langage universel compréhensible de façon naturelle par tous et qui donc pourrait être utilisé à partir du moment où on a des outils d'automédiation, Internet, les réseaux sociaux, eh bien, pour n'importe quelle mobilisation, on va recourir forcément aux images. C'est quelque chose qui renforce le message. Voilà, ça c'est à peu près le stéréotype que vous trouvez, que vous rencontrez beaucoup et qui a fait aussi, hein, en grande partie, le succès des réseaux sociaux. Alors cet exemple et globalement l'exemple des mobilisations autour des violences sexuelles est très important, précisément parce qu'il rejette ce recours à l'image, et c'est un exemple qui montre toute la valeur, si vous voulez, culturelle et symbolique des images. C'est-à-dire que vous pouvez mobiliser des images pour des raisons symboliques, mais vous pouvez aussi choisir, et parfois vous êtes obligé de choisir, de laisser de côté le matériel iconographique, précisément à cause de son poids culturel, et ici, très clairement, des allusions à la culture du viol. Alors, on pourrait aussi discuter, vous voyez, sur la dimension véritablement littéraire que prend le témoignage sur les violences sexuelles. Je pense bien sûr aux ouvrages de Vanessa Springora, ou de Camille Kouchner, et vous voyez bien aussi dans l'accueil qui a été fait à ces témoignages, qui passe par exemple par des émissions littéraires, et donc on a une discussion qui va avoir lieu sur ces témoignages qui prend cet aspect d'une discussion presque stylistique, mais donc voilà, qui appuie sur la dimension personnelle et individuelle du témoignage, tout en écartant cet effet d'imagerie, finalement, ces images, vous voyez, comme Libération, ils sont tombés dans le piège, quoi, hein. Ils se sont dit, on va illustrer cette lettre, et donc forcément, ils tombent dans une image de culture du viol. C'est donc tout à fait inapproprié. Alors,
Dernier exemple, je vais vite, donc sur l'iconographie des Rosies. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit film pour, pour illustrer mon propos. Et si jamais il y a des problèmes de... Alors, attendez, il faut que j'arrête le partage. Voilà. Je vous mets le lien sur Vimeo. C'est une synthèse d'attaque d'images de mobilisation du mouvement contre les retraites de janvier-février 2020. Voilà, alors je vais quand même essayer de vous en passer quelques minutes. Il fait 5 ou 6 minutes, on va regarder les premières minutes. Je pense que ce sera suffisant. Et ceux qui veulent regarder plus en détail ce film peuvent le consulter sur Internet. Voilà. À cause de Macron. Tu déconnes, on se laisse pas faire. Tu nous prends tout pour des connes. Ton sale plan en retraite nous jette dans la précarité. Ta retraite à point n'aime pas les petits jobs en pointillés. Moi, tu vois, je veux être autonome. À cause de Macron, c'est la chute des pensions. On va tout et Marion. À cause de Macron, en perdant, nous serons retenir sur perdant. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. À cause de Macron. Voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est une compilation de plusieurs forme d'une chorégraphie, d'ailleurs chorégraphie originale et une variante de chanson, qui donc forme une sorte de slogan appropriatif, hein, à partir de l'icône féministe des Rosies, hein, donc voilà, vous connaissez maintenant cette image bien connue qui est devenue depuis le début des années 2000 une icône du mouvement féministe et en particulier disons de ses formes les plus récentes, par exemple du girl power, au milieu des années 2000. Alors, l'histoire de cette image est bien connue, je la rappelle rapidement. Il s'agit donc d'une affiche pour les usines Westinghouse qui, en 1944, sont produites, en 1943 plutôt, sont produites dans le cadre d'un programme aux États-Unis qui requiert qui invite les femmes à participer à l'effort de guerre en prenant la place des hommes à l'usine qui, eux, sont sur le front. Alors, donc, c'est un grand mouvement qui a beaucoup de succès à l'échelle des États-Unis et qui va être accompagné par des productions culturelles, donc en particulier alors c'est une chanson au départ, hein, Rosie the Rifter, Rosie la rifteuse. C'est une chanson fin 42 qui va avoir un grand succès, qui va donner lieu à une adaptation sous forme de comédie musicale filmée. Là, vous avez l'affiche à droite du film, et vous voyez avec la petite... les notes de musique hein, sur l'affiche qu'on est bien effectivement dans l'allusion à cette
cette chanson. Mais donc évidemment au départ, ça n'est pas du tout, c'est un épisode, disons, qui n'est pas lié avec le mouvement féministe, mais qui va être revisité dans les années 80, à partir notamment de ce film de Connie Field, qui est un film documentaire qui rappelle l'histoire des Rosies, et donc cet épisode patriotique de la Seconde Guerre mondiale, où les femmes ont été mobilisées. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'à partir des années 80, progressivement, ça met une vingtaine d'années, cette iconographie va faire l'objet de réappropriation. Là, c'est des illustrations récentes d'ouvrages français, et donc vous voyez à quel point cette imagerie aujourd'hui est présente, mais donc c'est effectivement sous la forme de réappropriation performative. Ici, vous voyez une image publiée par Beyoncé en 2014 sur son compte Instagram, où elle reprend donc le costume et bien sûr la posture. C'est donc évidemment ce geste de force, hein, qui symboliquement fait le succès de cette image, mais aussi, vous le voyez bien, le caractère d'appropriabilité par l'intermédiaire de la performance. C'est une image, c'est pas simplement une image qui circule et qui est reproduite, y compris redessinée sous diverses variantes, c'est une image qui s'incarne. Et c'est le sens du petit film d'attaque que je vous ai montré. Voilà, à travers une chorégraphie et une chanson, c'est quelque chose qui peut devenir un motif de manifestation et de mobilisation. Et c'est effectivement quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises dans la période récente. Et donc là, vous voyez, c'est un cas très différent de l'usage de l'image documentaire ou même de l'imagerie symbolique du petit Aylan. Donc voilà, là on a véritablement un cas qui rejoint au fond des formes emblématiques qui sont de tradition dans la manifestation et dans les mobilisations sociales, mais qui sont évidemment très importantes dans le caractère d'identification qui est permis autour d'une image. Voilà. Alors, pour ouvrir la discussion, parce que vous voyez bien, ce sont des exemples pour montrer voilà, l'éventail des usages symboliques, documentaires, performatifs, voire même donc le refus d'image, qui sont donc autant de dénonciations visuelles possibles. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il faut abandonner l'idée d'un recours simple à l'image, au sens, si vous voulez, de la Bible des illettrés, hein, comme on disait au Moyen-Âge, avec voilà, cette idée que j'exprimais tout à l'heure d'une image à tout faire et qui serait un outil des mobilisations qui s'imposerait par le biais des réseaux sociaux à partir du moment où on a cet outil d'automédiation qui serait au fond comme si chaque groupe disposait de sa propre télévision. C'est un peu l'idée qui apparaissait au moment des printemps arabes, hein, et de la mobilisation les militants des images sur Internet. Eh bien, là, ce qu'on voit, vous voyez, c'est que, au contraire, les besoins ne sont pas les mêmes et ce sont les circonstances des luttes qui dictent à chaque fois un usage ponctuel qui peut être extrêmement varié. Donc, il faut rouvrir complètement le spectre de l'analyse des images qui peuvent servir eh bien, d'outils d'argumentation dans la conversation en ligne, lorsqu'il s'agit, vous voyez, de faire apparaître des preuves documentaires. Là, je vous redonne rapidement, d'ailleurs, je vais aussi vous le donner sous une forme. Je vous donne les références sur mon carnet de recherche, des billets qui peuvent documenter un petit peu les exemples que j'ai cités. Voilà, je vous les remets sur le chat. Non, c'est pas ça. Attendez, petit souci technique. C'est mon copier-coller qui... Voilà. Donc, voilà, comme je le disais, on peut avoir, hein, par exemple, dans le cas des violences policières, l'image dont le rôle de preuve va constituer un
un élément fondamental du débat public parce que, bien sûr, à partir d'une preuve, vous pouvez faire évoluer le débat. Et donc là, c'est une valeur, si vous voulez. Les images de violence policière sont mutatis mutandis des formes qui sont très proches des témoignages individuels qui sont fournis, par exemple, dans le mouvement MeToo. Donc, on a quelque chose qui est une multiplication des témoignages ou des preuves, et cet élément de multiplication est très important parce qu'il joue le rôle de confirmation de quelque chose qui est a priori difficile à croire, hein, c'est-à-dire que dans les deux cas, on se trouve face à une résistance du public face à des informations qui sont gênantes et qui sont dérangeantes. Donc voilà, c'est tout à fait logique que ces informations rencontrent une résistance. Donc c'est véritablement leur répétition et le constat progressif de leur généralité qui s'effectue donc essentiellement à travers les réseaux sociaux. Donc là, véritablement, les réseaux sociaux jouent ce rôle de diffusion autonome et de médiation, mais donc c'est pas voilà, dans le cas des documents visuels, voilà, j'ai dit il y a un rôle effectivement iconographique, symbolique qui existe, mais ajouté à cette dimension de preuve documentaire, il y a disons les exemples de production symbolique comme les performances à partir de l'imagerie de la Rosie, qui sont incarnées par des personnes vivantes en situation et qui deviennent l'équivalent d'un slogan ou d'une banderole en manifestation, mais de façon beaucoup plus vivante. Donc c'est effectivement des outils très puissants, mais qui n'ont rien à voir. Et puis, je dirais plus globalement, l'une des forces évidentes des images, c'est qu'ils peuvent fonctionner comme des instruments d'appropriation d'une situation. Ça, c'est, je pense, que montre assez bien l'exemple du petit Thaïlande et de la circulation de ces images. Et là, on voit que c'est parce que c'est la facilité de diffuser, de faire circuler, de recopier et de s'approprier des images qui circulent sur Internet. Donc, c'est exactement comme les mèmes. Hein. Voilà, vous pouvez très facilement copier une image, la modifier, la remettre en ligne et la réinsérer dans le débat public. Donc, c'est la plasticité et l'appropriabilité des images qui va en faire des outils privilégiés du débat public et donc en l'occurrence lorsqu'une mobilisation se produit, des arguments finalement dans la conversation. Vous voyez, tout ça donc sont évidemment des outils pour l'action, mais des outils très diversifiés. Et donc je pense que voilà, ça, en tout cas pour moi, le programme, si vous voulez, en termes de recherche, il est véritablement d'ouvrir très largement le spectre de l'analyse en regardant à chaque fois très précisément ce qui se passe dans le cadre de chaque mobilisation. Et donc là, si vous voulez, au niveau de la recherche, c'est plus intéressant de travailler sur les luttes elles-mêmes que véritablement sur les images, la vision un peu iconographique, qui homogénéisante en quelque sorte, hein, qui va avoir tendance à regarder les choses à travers le prisme de l'image, pour moi, n'est plus satisfaisante. Et voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser intervenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, André Günther, pour ces images fortes, hein, qui effectivement amènent un certain nombre de réflexions. Alors, je ne sais pas, je vois quelques questions posées par-ci, par-là. Alors, c'était très intéressant. Moi, ce que je retiens finalement, c'est qu'il y a un certain nombre de caractères que devrait porter l'image pour pouvoir avoir un effet sur les luttes. Hein. Moi, j'ai retenu une forme d'universalité pour que tout le monde puisse aussi s'identifier, une forme d'immédiateté, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans l'intérêt du moment, et ça porte ses effets. Un troisième élément qui a l'air d'être important, c'est de montrer la disproportion des forces. On a un peu l'idée d'un combat pot de fer contre pot de terre, ça fonctionne plutôt assez bien. Et puis, alors l'idée très,
très original pour moi de la possibilité d'incarnation que vous avez soulevée me paraît intéressante, d'autant que finalement, je fais un petit peu le lien avec voilà, ce fameux slogan We can do it, qui est utilisé dans l'image de Miller. Et puis, je pense à ce terme I can breath concernant George Floyd, qui est justement aujourd'hui voilà, utilisé de différentes manières pour pouvoir aussi faire ce rappel à cette vidéo. Très bien. Alors, voilà, il y a un certain nombre de de réflexions dans le chat. Ça va un peu dans des sens différents, mais peut-être que pour aussi laisser le temps aux uns et aux autres de poser leurs questions, moi, j'en ai une première justement qui rejoint quelques remarques dans le chat. C'est finalement pourquoi est-ce que certaines images sont reprises par les grands médias alors que d'autres ne le sont pas. Hein, vous nous aviez bien dit que certaines images de violences policières, par exemple, on a eu le sentiment, en tout cas, certaines ont été reprises que tardivement, on va dire. Hein. Donc, il a fallu un certain temps, comme s'il y avait une forme de résistance à montrer ces images, alors que l'image du petit headline a été largement reprise pour le coup. Est-ce que vous avez ce même regard et qu'est-ce que ça signifierait? Alors, merci beaucoup oui, pour cette question. Évidemment, c'est très important justement de ne pas regarder seulement l'image, d'en faire une analyse en quelque sorte iconographique comme l'histoire de l'art, mais véritablement de regarder ces canaux, ces circuits de diffusion, par où elles passent ou par où elles ne passent pas. Hein. Et par exemple, dans le cas de l'image du petit Thaïlande, voilà, ça commence à être un peu loin maintenant, donc nos souvenirs sont flous, mais en réalité, c'est une image qui n'a pas été tellement rediffusée par les grands médias. Vous vous souvenez peut-être que Libération avait été passé à côté de cette image et s'en est excusé d'ailleurs dans un texte assez singulier où ils expliquaient que oui, ils l'avaient vu, mais ils trouvaient que c'était quand même un peu trop violent et que donc ils s'étaient abstenus. C'est un peu, si vous voulez, toute proportion gardée, une erreur du même type que celle qui a été commise avec l'illustration de la lettre du violeur, hein, qui était inappropriée. Et là, on voit, si vous voulez, dans ces deux cas, la distance finalement des acteurs médiatiques ou de certains acteurs médiatiques par rapport à des problèmes qui sont, voilà, quand on parle des mouvements des identités, les problèmes des concernés. Hein, donc, les problèmes des racisés, les problèmes des femmes, les problèmes des migrants. Effectivement, quand on est un peu loin de tout ça, eh bien, on n'a pas forcément la bonne sensibilité. C'est une confirmation très intéressante de la valeur d'expérience des mouvements des identités. Il y a cette discussion aujourd'hui à travers notamment un livre récent hein, sur la pertinence des mouvements des identités, ben là on voit bien que voilà, hein, cette question-là, elle se pose. Donc ça veut dire aussi que pour lire les images, il faut avoir de bons outils de décodage. Et que donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont se jouer évidemment dans la légende. Hein. Quelqu'un ici dans le chat, je vois, parle effectivement du poids des mots avec les slogans. Ben oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que bien sûr qu'une image en tant que telle, elle est polysémique, vous pouvez la lire de différentes façons. Donc une légende, elle va orienter en effet la façon de lire et de comprendre cette image. C'est très important. Et en même temps, on voit que des journalistes peuvent passer à côté du message ou de la problématique qui est celle, si vous voulez, du moment. Hein, donc, dans le cas du petit Thaïlande, en effet, voilà, il y avait un message très clair qui était un message de dénonciation de la politique de l'Europe à l'égard des migrants. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de passer à côté de ce message? Ça n'a pas été le cas. Voilà, les journaux anglais, hein, en particulier, qui ont été les premiers à reprendre et à mettre en une, par exemple. Hein, ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça change la hiérarchie de l'information. Si vous reprenez une image, mais que vous la laissez dans les pages intérieures, ça n'est pas très important. En revanche, une image en une, elle a beaucoup de visibilité. Donc voilà, toutes ces façons
culturel d'organiser la visibilité d'une information, mais en l'occurrence, bon, c'est une image, mais ça pourrait être aussi un texte ou un slogan, sont des éléments absolument cruciaux pour comprendre et interpréter correctement ce rôle, donc, qui n'est pas, vous voyez, en soi, il n'y a pas de pouvoir des images, en fait. Je le dirais comme ça pour aller vite. Mmh. Il y a un pouvoir d'une image à partir du moment où elle est en une, vous comprenez? Et en une de plusieurs journaux. Et du coup, ce pouvoir est démultiplié. Ou bien, voilà, on a, lorsque un mème, lorsque Internet va reprendre et rediffuser et discuter les images de violences policières, eh bien, une image vernaculaire, une image, disons, de provenance amateur, voire d'image de surveillance, peut s'imposer aux médias. Et c'est ce qu'on a vu avec les images de violences policières, hein, qui, voilà, au départ, n'étaient pas citées, n'étaient pas mentionnées, et qui se sont imposées après plusieurs mois aux grands médias à cause de cet effet de répétition et de confirmation par les réseaux sociaux. Donc, alors, aujourd'hui, les grands médias ne peuvent plus se couper complètement de la conversation en ligne et faire comme si ne voyaient pas ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Maintenant, il peut tout à fait y avoir des différences d'appréciation, des différences ou des, si vous voulez, disons, des gens qui vont être contre le message, hein. Donc voilà, tout ce qui concerne les témoignages sur les violences sexuelles, on voit bien aussi que dans le paysage médiatique, qui est divers, on peut avoir des approches tout à fait différentes entre les journaux de droite, les journaux de gauche, etc., hein, enfin, toutes les formes d'opinion qu'on peut rencontrer dans l'espace médiatique. Donc, de la même façon, ces contenus sont, si vous voulez, ne sont pas si universels que ça. Voilà, hein, vous avez employé le mot universel, je le comprends bien, et vous avez raison dans le sens où voilà, il y a une puissance du message qui, en contexte, peut, si vous voulez, ou de l'alerte. Hein, souvent, les images sont utilisées avec cette fonction d'alerte. L'alerte, c'est intéressant hein, comme schéma intellectuel. C'est très important aujourd'hui pour nous dans un univers de plus en plus où il y a, voilà, vous voyez, des pandémies, des problèmes biologiques, des problèmes scientifiques, des problèmes industriels, tout un tas de problèmes qui n'étaient pas, disons, qui ne participaient pas du débat public il y a 50 ans ou un siècle, quoi. Donc, ils sont relativement nouveaux et qui demandent effectivement des compétences techniques ou scientifiques. Donc, aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, on vient d'avoir la condamnation de Servier dans le cas du procès du Mediator. Bon, ça, ce sont des éléments véritablement nouveaux et importants. Donc, ça fait que nous sommes aujourd'hui très disponibles et très conscients des éléments des éléments signalés par les alertes. On fait attention à ces formes qui donc ne sont pas nécessairement. On a souvent, si vous voulez, cette discussion à propos des réseaux sociaux en disant les réseaux sociaux ne doivent pas être un tribunal et ne doivent pas se substituer à la justice, bien sûr. Ils ne s'y substituent pas. En revanche, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme dans les médias, c'est la fonction d'alerte. Voilà. Et quand, vous voyez, Mediapart signale avant tout le monde tel problème, telle malversation d'un responsable politique, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas un procès. Ils ne font pas le procès de ce responsable politique qui va ensuite subir le processus judiciaire. En revanche, ils émettent une alerte. Et nous sommes, encore une fois, aujourd'hui très attentifs à ces messages. Donc ça, je pense que voilà, vraiment, ça dépend à chaque fois du contexte, du contenu, du message. C'est pas parce que c'est une image que ça va passer mieux. C'est pour d'autres raisons qui sont, je dirais, des raisons presque rhétoriques, des raisons argumentatives. Un document visuel, si vous le considérez comme preuve, alors c'est quelque chose qui va intervenir. On a besoin de preuves dans le débat public, voyez. Par exemple, lorsqu'on discute
comme c'est le cas récemment, des contrôles au faciès. Alors, eh bien, on va faire référence à l'étude qui a été faite et qui, effectivement, voilà, existe et est consultable sur les contrôles au faciès qui a été fait par le défenseur des droits. Et ça fait fonction de preuve. Vous voyez, on a cette étude ponctuelle qui a été, à laquelle on peut faire confiance. Et donc, à partir de là, on peut émettre une opinion. Donc ça, c'est la construction du débat public. Et donc, de la même façon, une vidéo de violence policière peut, si les circonstances sont correctes, jouer ce rôle de preuve et donc prendre du coup une place très importante dans le débat public. Hein. La vidéo de Mantes-la-Jolie, elle a été accueillie comme ça hein, et discutée de cette façon-là. Donc elle s'est imposée dans le débat public comme une alerte et comme une preuve. Mais je dirais, vous voyez, image, c'est un mot qui est trop général Oui, et un peu confus. C'est un document audiovisuel, le son est aussi important que l'image. Hein. Il y a à un c'est moment ça. donné le policier qui tient la caméra, qui dit « voici une classe qui se tient sage ». Oui, Et cette appréciation glaçante oui. a fait beaucoup pour l'interprétation de ce document. Donc voilà, je dirais la dimension visuelle est importante. Par exemple, dans l'appréciation symbolique d'un rapport de force, d'une disproportion, c'est quelque chose qui s'est produit encore récemment avec le cargo Evergreen ou Ever Given qui a bloqué le canal de Suez. Et on a vu beaucoup sur Internet donc de mèmes qui ont joué sur la disproportion entre voilà, ce cargo qui est énorme et la grue, la petite grue qui essaie de le dégager. Voilà, donc on avait de la même façon visuellement un effet très très visible entre quelque chose de très grand et quelque chose de très petit. Bon, et du coup, évidemment, vous pouvez broder là-dessus et ça devient un sujet soit de plaisanterie, soit de dénonciation militante. Mais donc, à chaque fois, on voit bien qu'il faut que l'effet soit très visible. Hein. Sinon, Mmh. ça n'est pas Alors, utile. oui, 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 tout à fait. Alors, d'ailleurs, je m'interrogeais sur le lien ou la distinction qu'on pouvait faire entre la photo à l'instant T et la vidéo. C'est peut-être pas tout à fait la même chose puisqu'une photo est quand même interprétative. Alors dans le chat, justement, il y a des constats d'interprétation d'images comme celle de We Can Do It de Miller où une personne dit mais moi je vois plus, enfin je vois un bras d'honneur et non pas forcément une puissance seulement. Donc c'est vrai qu'on peut les voir différemment. C'est plus difficile dans une vidéo. Alors, dans une vidéo, ce que l'on peut faire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire repenser le contexte en disant oui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé ni avant ni après, et c'est souvent ce qui donne lieu à une discussion. Alors ça, c'est une première question. Et puis, ma deuxième question qui me vient, mais aussi par rapport à ce qui est indiqué sur le chat, c'est, vous disiez tout à l'heure que finalement, ça joue un rôle d'alerte, ces images-là, hein, mais pas toujours. Parfois, si l'idée, c'est de dire qu'une image ou une vidéo va produire du débat dans l'espace public et que c'est l'effet aussi recherché, très bien. Est-ce que vous diriez la même chose quand, par exemple, Valeurs Actuelles sort une bande dessinée montrant Daniel Obono sous forme d'esclave au temps des colonies? Là, je ne pense pas que le souhait de Valeurs Actuelles, c'était de parler de l'esclavage et des répercussions aujourd'hui dans la société. Alors, ça, c'est une question compliquée hein, sur Valeurs Actuelles. C'est pas la même image, c'est un dessin. Alors que là, la plupart des images, enfin, si, Rosie, c'est un dessin. Les autres images sont des images d'enregistrement, vidéo ou photo. Et donc, alors, voilà, il y a cette valeur de preuve qui est liée à l'image d'enregistrement, à tort ou à raison, parce qu'on peut truquer aussi, bien sûr, une photographie ou un film, mais voilà, culturellement, effectivement, nous avons cette approche a priori de ces images, ce qui n'est pas le cas pour donc, les images qui relèvent du dessin ou de la peinture. Euh, En revanche, il est tout à fait clair que la bande dessinée de Valeurs Actuelles,
qui représente effectivement la députée Obono en esclave, a une forme, joue, si vous voulez, sur la naturalisation ou le fait que l'image produit une figuration de ce que le récit raconte. Donc, il y a une façon, si vous voulez, on reconnaît le visage de Daniel Obono sur ces images. Et donc, ce sont des images qui ont véritablement une volonté d'agression, qui est d'ailleurs, enfin, qui relève d'un genre qui s'appelle la satire ou la caricature. On a ces discussions actuellement, surtout autour de Charlie, sur la caricature, mais là, on est effectivement devant un genre particulier, qui est un genre satirique, parce que quand on s'attaque à des personnages existants, Valeurs Actuelles a dit c'est une fiction. Non, c'est pas une fiction, c'est une satire, c'est une attaque orientée, et le dessin le prouve. Maintenant, je dirais que ce que j'ai remarqué sur la façon dont cet épisode a été discuté en ligne, ben, c'est que effectivement certaines images, en particulier les portraits de Daniel Obono, ont circulé plus facilement que le texte. Alors d'une part parce que le texte n'était pas accessible, vous voyez, de la même façon, et il était sous copyright. Donc il y a eu des copies. Alors la députée Obono elle-même a fait circuler des copies qui sont en fait des images JPEG, qui sont des images. Donc pour faire circuler un texte aujourd'hui, il faut l'avoir sous forme de fichier JPEG, vous voyez, pour le faire circuler sur les réseaux sociaux. Il y a une sorte de paradoxe. Mais la forme image, elle a cette capacité à circuler. Et donc, effectivement, c'est un outil de la discussion et de la conversation en ligne, parce qu'il y a cette facilité de reprise et de circulation de l'image, donc qui s'est évidemment vérifiée aussi à propos du récit de Valeurs Actuelles. Alors maintenant, sur la différence entre photo et vidéo, ça c'est une question très importante et je vous remercie beaucoup de la poser. Par exemple, voilà, je rappelais que dans le cas du petit Aylan, on a eu vraiment un passage entre une information qui était d'abord évidemment de l'information vidéo, comme c'est normal et comme c'est logique que la télévision diffuse, c'est la forme habituelle aujourd'hui de la diffusion de l'information, et c'est seulement dans un second temps que l'attention publique a sélectionné ces photos pour en faire des outils de discussion symboliques. Et donc voilà, je crois que la différence, elle est là, c'est-à-dire que véritablement la vidéo, là encore, culturellement, dans les usages, pour nous, elle reste encore essentiellement ce vecteur d'information relativement neutre, en tout cas dont on accepte la valeur de preuve a priori. Alors que l'image fixe, eh bien, voilà, entre photo et dessin, finalement, la frontière devient un peu floue, et il y a clairement une lecture de l'image fixe qui va vers l'allégorie, le symbole et l'emblème. Et là, on retrouve des fonctions très anciennes de l'image. La fonction symbolique de l'image, ça existe au Moyen-Âge. Donc, ce sont des vieilles fonctions, mais qui sont effectivement liées à l'image fixe. Alors, les violences policières ou la séquence de George Floyd sont un peu des exceptions, parce que, en fait, ce sont des images très particulières. Quand on regarde ces séquences, d'abord, en général, là aussi, la séquence de George Floyd est une exception dans l'exception, mais la plupart des séquences des violences policières sont courtes. C'est des séquences de 30 secondes, 1 minute 20, rarement plus. Et donc, vous voyez bien que là, on est souvent proche, disons, c'est pas des images fixes, bien sûr, c'est des images animées, il y a du son, ça c'est très important aussi, il faudrait parler du son. Ce sont des documents audiovisuels, mais l'action est toujours concentrée, lisible, dans un court espace de temps. Et donc, voilà, ce sont ces vidéos-là qui font le buzz. On a eu, par exemple, pour les Gilets jaunes, il y a eu des enregistrements live qui duraient des heures. Rémi Buzine a fait des enregistrements live, et plein de militants ont diffusé en ligne des enregistrements qui duraient le temps d'une manifestation. Vous n'avez jamais vu un enregistrement comme celui-là faire le buzz et devenir viral.
hein. Ce sont les extraits, de la même façon d'ailleurs que les extraits vidéo aujourd'hui des plateaux télévisés, hein. On ne réagit pas à 1 heure de talk-show, mais on va réagir à la petite phrase, à l'extrait qui va du coup circuler et qui fait 30 secondes. Donc voilà, là c'est la même règle pour un propos de plateau sur France 2 ou sur une radio, et effectivement les vidéos de violence policière dont le format effectivement est très important, et le fait que, encore une fois, on soit concentré sur une action finalement unique, hein. Voilà, c'est pas un film, quoi. D'ailleurs, ces images, il faut absolument pas qu'elles soient montées. Dès qu'il y a montage, il y a doute, et du coup, ces images ne deviennent pas virales. Donc voilà, ouais, il y a tout un tas de petites règles qui se surajoutent et qu'il faudrait en fait détailler, parce que c'est vous voyez, dans l'analyse, c'est cette complexité-là qu'il faut arriver à déplier pour comprendre que parfois la valeur, l'importance d'une image, elle va être effectivement dans telle ou telle qualité et pas forcément simplement dans l'aspect visuel. Alors oui, donc c'est effectivement toutes ces questions qui se posent aussi, concernant finalement le but de cette diffusion d'images, puisqu'on sait on voit bien, que c'est une guerre des images à chaque fois, que ce soit des vidéos ou des photos d'ailleurs. Alors il y a des questions qui reviennent dans le chat, notamment la notion de référent. C'est bien parce que nous avons des références communes que l'on va avoir une interprétation commune des images qui vont produire un effet important, pour citer par exemple l'image de viol de Libé, par exemple. Donc, est-ce qu'elles auraient une même signification si on n'était pas déjà dans ce cadre de référents communs, Mhm. et qui peut d'ailleurs nous interroger sur la manière dont, et je repense aux caricatures de Charlie Hebdo, de la manière dont ça peut être pris ailleurs, dans d'autres pays, qui Bien sûr. peuvent avoir des référents culturels complètement différents d'ici, finalement. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est tout à fait normal, et là encore, hein, c'est quelque chose qui va au-delà simplement des images, qui concerne tous les messages. Voilà, ils sont susceptibles d'être interprétés de façon très différente. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un outil d'homogénéisation de l'interprétation qui est la conversation en ligne. Parce que, encore une fois, voilà, les images ne sont pas seulement accompagnées de légendes, d'explications, d'énoncés ou de slogans, elles sont les objets de la conversation. Et en ligne, ce qui va se passer, quand on est justement dans le cadre d'un débat qui est généralement assez chaud, hein, c'est qu'il va y avoir des échanges controverses, il va y avoir des controverses à propos des interprétations et des images. Donc, première chose, quand vous avez une vidéo de violence policière, le caractère d'enregistrement de cette vidéo fait que ça en fait un objet commun de discussion. Ceux qui sont vous pouvez très bien opposer 2 interprétations d'une image. Par exemple, sur Mantes-la-Jolie, bah, il y avait des gens qui étaient très contents de voir donc, il y a ceux qui lisaient ces jeunes comme des lycéens, et donc qui étaient scandalisés par le traitement policier, et puis il y a ceux qui les voyaient comme des voyous et qui disaient, bah, voilà, la police fait son travail et c'est tout à fait bien. Donc, sur une même image, on peut avoir 2 interprétations opposées, mais ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, c'est que donc effectivement, ces interprétations vont se confronter. Et donc il y a une construction, sinon toujours d'un consensus. Il peut y avoir, voilà, sur les caricatures de Charlie aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, hein, il y a un dissensus qui est même assez grave, hein, mais c'est une autre discussion parce elle est assez complexe, celle-là. Mais ce qui se passe de façon plus générale, c'est que on a la construction d'une interprétation de référence par la conversation en ligne. Et donc ça se fait, c'est un processus. Ça se fait pas immédiatement, c'est Mm. pas dès qu'une image apparaît, tac, on sait comment la lire, pas du tout, hein. Oui, c'est ça, c'est Ça ce que vous prend voulez dire, quelques c'est heures, ça peut prendre quelques jours, et en général, voilà, sur les images des manifestations des Gilets jaunes, c'était très typique. On avait une discussion qui commençait le samedi soir, qui pouvait se poursuivre toute la nuit jusqu'au dimanche, et puis voilà, dans la journée du dimanche, il commençait à y avoir des interprétations convergentes. Mais donc, oui, effectivement, mais pour par exemple reprendre votre exemple de Mantes-la-Jolie,
on a bien vu aussi comment cette discussion dont vous faites état dans les réseaux sociaux a conduit le débat aussi à un autre niveau, parce que c'était pas seulement le fait de voir des lycéens mis au pas ou à l'ordre, écoutant la police, soumis, ou au contraire, effectivement, la joie d'un rétablissement de l'ordre public par la police. Il y avait aussi ce référent dont on parlait tout à l'heure, de renvoi à la colonisation de ces images de gens agenouillés, les mains sur la tête. C'était pas rien, c'était pas n'importe quoi, ce geste-là, de faire ce geste-là à ces jeunes lycéens. C'est-à-dire que voilà, la police disait aussi quelque chose à travers ça, non? Alors, tout à fait, mais ça, vous voyez bien, c'est une interprétation, Oui, on va dire, plutôt de gauche. Et et non, mais les gens, moi, si vous voulez, quand on suit la conversation, j'ai vu aussi des gens de droite qui n'auraient pas du tout été d'accord avec cette interprétation. Hein. Euh, c'est un motif d'ailleurs de la recherche hein, sur la police aujourd'hui, le caractère colonial, enfin le fait que la gestion des violences a été aussi expérimentée dans le cadre colonial et que la police française en porte encore aujourd'hui la trace. Donc ça, c'est une question de la recherche spécialisée, mais voilà, c'est pas encore forcément un élément du débat public extrêmement, en tout cas accepté à un niveau général. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que voilà, à partir du moment où l'image existe et circule en ligne, eh bien, vous pouvez en débattre, vous pouvez faire émerger ce thème. Hein. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, comme vous l'expliquez. Donc voilà, les images peuvent être aussi, au fond, on pourrait dire des prétextes, hein, en tout cas des supports d'argumentation contradictoire. La question importante étant que, au fond, même quand on n'est pas d'accord de droite ou de gauche sur l'interprétation de ce qui se passe, sur l'événementialité, on est d'accord pour discuter sur l'extrait vidéo qui est disponible en ligne et qui circule. Voyez, et qui peut circuler parce qu'il fait 1 minute. Donc il y a vraiment une espèce de condition, je dirais presque technique, hein, en tout cas une condition de format, qui fait que ce sont ces objets à partir desquels se construit ensuite le débat. Et on pourrait dire la même chose des témoignages de MeToo, ou voilà, des discussions de petites phrases, comme récemment, là, par exemple, sur ce qui a animé le débat public, c'est les déclarations d'Audrey Pulvar sur les réunions de parole. Et vous voyez, donc ça se joue sur une phrase ou sur un mot, mais tout le monde est d'accord pour discuter cet élément-là. Voilà. oui, mais alors, est-ce que justement le fait de discuter un élément imagé à l'instant T, parfois n'est pas contre-productif sur l'objet même du débat? Alors certains sur le chat ont cité les Femen, par exemple, ou Corinne Maziero au moment des Césars voilà, qui a dit quelque chose en se dénudant. Et finalement, on a plus parlé de ça, c'est-à-dire de la nudité, que du message derrière, que ce soit pour les Femen ou pour ce cas de Corinne Maziero. Tout à fait. Ce sont, alors, en l'occurrence, là, ce sont vraiment des cas d'incarnation du message. Hein. Typiquement, hein, lorsqu'on joue effectivement le corps et le corps nu, la nudité est un vieux motif hein, de mobilisation. Ça existe déjà au début du XXe siècle. On a ces exemples hein, qui sont voilà, c'est très fort hein, de mobiliser la nudité dans l'espace public, c'est un interdit social. Donc évidemment, ce geste est une transgression. Donc chaque fois qu'on fait ce geste, c'est comme montrer une image violente. Normalement, on ne devrait pas le faire. Et ça veut dire que quand on le fait, ça suppose qu'on a une bonne raison de le faire. Voilà. C'est indicateur d'une mobilisation, d'une lutte, d'un problème. Hein. C'est une alerte. Voilà. Un corps nu, c'est une alerte. Voilà, c'est une autre façon. Si vous voulez, il faut peut-être remonter un cran au-dessus du débat, parce que je vois aussi dans le chat des critiques du mécanisme d'alerte en disant voilà, mais est-ce que effectivement il faut suivre toutes les alertes? Bon, il ne faut pas poser le problème comme ça. Le problème, c'est l'accès au débat public. C'est l'accès au débat public. Quand vous êtes un ministre, un responsable politique,
et que vous avez, les micros se tendent, il suffit que vous sortiez sur votre portail, vous avez des caméras, voilà, vous avez des journalistes qui sont là et qui vous disent alors, qu'est-ce que vous, parce que votre parole a une valeur en soi. Ouais. Le problème, donc, c'est pour des minorités, je ne sais pas comment l'appeler, vous voyez, enfin, tous ceux qui n'ont pas accès, a priori, au débat public. Donc, on a un accès technique par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On pourrait se dire, bah oui, à partir du moment où il y a Internet, tout le monde peut participer au débat public, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, si je fais un tweet là tout de suite en disant, je ne sais pas quoi, qu'il fait beau dehors, ça va intéresser personne. Personne, Donc, c'est pas voilà. parce que techniquement j'ai accès à un espace que ça devient le débat public. Alors, cette question-là, elle est absolument au centre des préoccupations militantes. Lorsque vous organisez une lutte, vous avez envie d'installer une question dans le débat public. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on va prendre un certain nombre d'éléments qui sont susceptibles de marquer le débat public, des images violentes, un corps nu. Ça, ce sont des éléments extrêmes. Hein. Après, voilà, il y a tout un éventail. Par exemple, Audrey Pulvar, visiblement, ne voulait pas intervenir, disons, dans le débat public sur la phrase qui lui est reprochée. Hein. Donc, il y a tout un spectre assez large. Mais donc, la question est comment les minoritaires, ceux qui n'ont pas, en principe, un accès, ou en tout cas un accès facile au débat public, peuvent modifier les conditions de cet accès. Et donc, à ce moment-là, il y a voilà, l'élément de mobilisation qui peut être une image, qui peut être une manifestation, qui peut être un slogan, qui peut être un témoignage. Et je mettrai tous ces, voyez, tous ces éléments au même niveau hein, de force. Peuvent intervenir à ce moment-là et deviennent des supports qui vont permettre que ensuite tout le monde va parler en bien, en mal, voilà, d'une façon qui est celle de la controverse et du débat d'un point de référence. Très bien, ben, effectivement, il y aurait encore énormément de choses à dire. Alors, je ne crois pas qu'on ait encore vraiment le temps de développer. Noémie, est-ce qu'il y a encore le temps ou pas d'une ou deux questions? Oui, peut-être on peut prendre encore 5 minutes si ça vous convient pour conclure. Je vois par exemple une question sur la question de la nudité qui peut éventuellement effectivement détourner et éviter en fait d'être sur le débat de fond, enfin pas éviter, mais en tout cas qui peut être contre-productif éventuellement. J'entends hein, cette remarque sur la fonction d'alerte que peut exercer cette nudité. On l'a vu là récemment avec Corinne Maziero lors des Césars. Mais j'avais également aussi envie d'échanger sur la limite que peuvent représenter la diffusion de ces formats courts, ces vidéos de 1 minute, dans la mesure où elles sont courtes, est-ce qu'elles ne peuvent pas décontextualiser, ne peuvent pas être décontextualisées, pardon. Voilà. Oui, là encore, je pense que peut-être qu'on pourrait, on peut redécomposer le mécanisme. Au fond, un des biais ou un des problèmes de notre discussion, c'est qu'on prend les effets, on fait comme la discussion en ligne, c'est-à-dire que il y a la photo du petit Thaïlande, il y a les photos policières, donc on discute de ça. Et on ne remet pas en cause effectivement le processus qui a fait que ces images, en fait, ces images ou d'autres formes de messages, ont fait l'objet d'une sélection, en particulier par les réseaux sociaux. Parce que voilà, si je dis telle vidéo de violence policière, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Jolie est une séquence qui a été sélectionnée par le débat public. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres images concurrentes ces jours-là, ou la veille, ou le lendemain, ou le même jour. Et c'est la conversation en ligne qui voilà, fait tomber, il y a des arguments qui sont moins bons. Si vous voulez, toutes les questions sur les causes, les raisons de la mobilisation, qui sont les questions que vous posez, elles sont posées au sein de la discussion en ligne. Et cette discussion, elle est rationnelle quand même, globalement. Et par exemple, en tout cas, elle a un comportement qui fait que
il y a des éléments qui sont exclus parce qu'ils sont collectivement considérés comme moins pertinents et donc qui tombent au fur et à mesure du débat. Et c'est à la fin seulement d'un processus qui peut durer, encore une fois, plusieurs heures, parfois plusieurs jours, qu'on va se dire, voilà, finalement, l'élément pertinent sur lequel tout le monde est d'accord pour discuter, c'est celui-là. Donc, voilà, toutes les images dont nous avons parlé ont fait l'objet de cette sélection. Et on regarde au fond à l'envers. Hein. Il faudrait regarder à chaque fois le processus, donc y compris les images qui sont tombées, les documents qui ont été abandonnés, les vidéos qui ont été remises en cause, parce qu'il s'avère que voilà, il y a eu aussi des documents truqués. Donc ces éléments-là sont éjectés par la conversation qui est finalement, voilà, je vous dis, cette machine homogénéisante à laquelle participe tout le monde, donc les pour et les contre, notamment sur Twitter. Ça, on peut dire une chose, par exemple, c'est quand même important. La conversation ne se passe pas de la même façon sur Facebook et sur Twitter. Et notamment parce qu'aujourd'hui, Facebook a justement des filtres automatiques. Donc, si vous voulez mettre le cornu de Corinne Maziero sur Facebook, votre post est annulé dans les secondes qui suivent. Il y a un dispositif automatique, ça n'est pas un modérateur physique, c'est la machine qui, quel que soit, donc vous voyez, le cornu de Corinne Maziero, c'est une lutte, hein, c'est une action. C'est une action dans l'espace public, c'est pas un cornu sexuel, c'est pas une exhibition sexuelle. Bon. Mais ça, évidemment, une machine ne peut pas faire cette différence et met sur le même plan toutes les exhibitions de cornus. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Facebook est un outil de débat beaucoup moins puissant que Twitter, qui, voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de filtre sur Twitter, il y a aussi des filtres sur Twitter, mais disons, ils sont un petit peu moins formels, un petit peu moins serrés, et donc ils laissent passer beaucoup plus de choses. Donc les violences policières sur Twitter, on a pu en parler, les cornus, on peut encore en montrer sur Twitter, mais pas sur Facebook. Donc aujourd'hui, la conversation et cet effet que je viens de décrire finalement d'accueil de la controverse. Il faut qu'il y ait des pour et des contre qui puissent s'exprimer sur un contenu pour que se produise au final soit un consensus, mais ou une forme d'accord sur quelques éléments d'interprétation. Ça nécessite effectivement un outil de débat public qui est finalement quand même respectueux des opinions et des différences d'opinion. Et à ces conditions, il y a un tri, il y a une homogénéisation de l'interprétation qui est un travail, hein, et qui résulte finalement dans un certain temps de l'échange public.